Bonjour et bienvenue à suivre votre émission Sangoya Lokole sur votre chaîne Lokole RDC TV. Aujourd'hui, nous allons recevoir des cadres politiques en province du Nord Kivu. Nous allons recevoir le docteur Patrick Bala, un cadre de l'UREC. Il est secrétaire général dans le parti UREC au Nord Kivu, à qui nous disons bonjour. Docteur Patrick Bala. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à Paris. Merci beaucoup. Également avec M. Augustin Kapila. Augustin Kapila, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je suis le secrétaire fédéral en charge de la communication, information et médias et porte-parole fédéral de presse. Voilà, merci beaucoup. C'est avec ces deux que nous allons débattre aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, dernièrement, le président Félix Tshisekedi, c'est en date du 3 mai dernier qu'il a déclaré l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et des l'Ituri, affirmant vouloir trouver une solution définitive à la situation d'insécurité qui prévaut dans cette région. Et cette décision devrait normalement entrer en vigueur en date d'ici mai dernier. Et c'est déjà les 10 mai que le nouveau gouverneur militaire a pris ses fonctions. Et sans plus tarder, nous allons débattre directement concernant ces sujets. On commence d'abord par vous, Patrick Bala. Comment d'abord vous avez accueilli cette nouvelle de l'état des sièges en province du Nord Kivu et de l'Ituri? Merci pour la question. En même temps, merci pour l'invitation d'avoir pensé à ma modeste personne afin d'apporter le petit rien que je peux avoir. Il y a une marque de précision aussi en tant que point focal de la force de l'Union sacrée en province du Nord Kivu. Pour nous, c'est une grande satisfaction, du moins parce que nous sommes parmi les précurseurs de cette demande. Nous l'avons faite il y a près d'une année. Aujourd'hui, le président de la République a prouvé qu'il est toujours à l'écoute de son peuple et il a accompli ce vœu-là que nous attendions depuis longtemps. Pour nous, en tout cas, c'était un sentiment de satisfaction que nos manifestations par rapport à ces décisions. Voilà, la même question pour Augustin Kapila. De votre côté, comment vous avez accueilli la nouvelle? Bon, nous, de l'autre côté de l'UDPS, parti présidentiel, nous avions accueilli, n'est-ce pas, cette nouvelle avec beaucoup plus de satisfaction, étant donné que le chef de l'État, qui est le garant des bons fonctionnements des institutions de la République, et le père de la nation, qui est toujours à l'écoute de son peuple, il a suivi, n'est-ce pas, tout ce que le peuple disait par rapport au Tuileries, par rapport à la guerre qui se passe ici à l'est de la République démocratique du Congo. Il était impérieux que le chef de l'État puisse, n'est-ce pas, prendre cette mesure, cette décision courageuse que nous tous nous sommes en train d'encourager le chef de l'État à pouvoir œuvrer dans cet angle-là pour arriver au moins à mettre fin, n'est-ce pas, à tous les groupes armés qui pilulent à l'est de la République démocratique du Congo, qui sèment la terreur et la désolation dans les chefs de nos populations locales. Voilà, état des sièges, c'est une très grande décision, une décision très importante. Est-ce que vous, personnellement, M. Augustin Kapila, vous soutenez cette décision? Est-ce que c'est la solution à la situation qu'il a qualifiée d'inacceptable qui prévaut dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri, mais aussi dans presque toute la partie orientale du pays? Est-ce que vraiment ça va être une solution, selon vous? Alors, dans cette optique ici, nous croyons vraiment que c'est l'une des solutions. Parce que le chef de l'État a donné quand même la chance aux opérations militaires. Il y a eu Sokola 1, Sokola 2 et même les institutions provinciales qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, arriver à trouver solution par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors les tueries ont continué, ont perduré, ça fait très longtemps, plusieurs années. Alors on ne pouvait pas continuer, n'est-ce pas, à rester impuissant par rapport à ces massacres. Alors il était vraiment évident que le président de la République puisse, n'est-ce pas, trouver d'autres mécanismes, d'autres moyens et d'autres méthodes. Voilà pourquoi il a procédé à décréter, n'est-ce pas, l'état des sièges qui est un transfert des compétences des autorités civiles aux autorités militaires pour arriver quand même à suivre de près tout ce qui se passe au Nord Kivu et en Ituri. Pour nous, en tout cas, c'est l'une des solutions. Ça peut, n'est-ce pas, arriver à nous donner une solution. Parce qu'un militaire, c'est un militaire, parce qu'il gère toute une armée dans la province. C'est à lui maintenant de taper la main sur la table et de donner des injonctions, n'est-ce pas, correctes aux militaires, de pouvoir faire leur travail convenablement, n'est-ce pas, à redonner la paix
en Nord Kivu et en Ituri. Parce que les deux généraux qui sont nommés comme gouverneurs, ils n'ont qu'une seule mission, c'est celle de remettre et de redonner la paix aux enfants du Nord Kivu et de l'Ituri. Sans cela, ça sera une autre chose. Mais je crois, à mon avis, qu'ils ont le soutien de tous les peuples congolais, ils ont le soutien du Nord Kivu et de l'Ituri, comme ils vont travailler en collaboration avec les populations locales. Je crois, à mon avis, nous restons optimistes et nous soutenons vivement, n'est-ce pas, cet état de siège. Merci beaucoup, monsieur Augustin Kapila. Je reviens vers vous, docteur Patrick Bala. Vous avez toujours soutenu qu'il y ait changement des institutions ici en province du Nord Kivu. Vous avez toujours soutenu qu'il y ait une bonne gestion de la province et tout le reste. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'état des sièges. Est-ce que ça vous arrange, vous, personnellement? Oui, j'ai dit que pour nous, c'était un sentiment de satisfaction. Premièrement, il faut comprendre que ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans ce cercle infernal d'atrocités qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et quelque part, on semblerait ne plus être dans une guerre, nous sommes restés dans ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Nous sommes restés dans l'économie de la guerre. Cette guerre s'est transformée dans un business à la fois national et international, avec des implications à la fois externes et internes. Nous avons vu le président de la République au four et au moulin avant d'aboutir à cette situation d'état de siège, parce que pour plusieurs, ils pensent que ça a été décrété subitement par rapport aux manifestations de Beni. Il n'en est point question. Pour arriver à une grande décision comme ça, il a pris tout son temps. On a vu des voyages à gauche, à droite, où nous attendons les troupes kenyanes qui doivent venir. Il y a le renfort de la France en termes de la logistique. Il y a le renfort de l'Union européenne en termes aussi des logistiques. Tout ça, c'était une préparation pour aboutir à une pareille décision. Donc, l'état de siège, on ne dira pas que c'est l'unique solution qui reste. C'est l'une des grandes solutions, parce qu'on dit en français, aux grands mots, les grands remèdes. Mais ce qui est plus capital par rapport à ça, nous n'attendons qu'une seule chose, que c'est la paix. Et la paix ne pourrait être gagnée qu'à un grand prix. Et le grand prix, c'est vivre tous à l'unisson. Étant à l'unisson, ayant le même regard, la même vision, le même souci, le même sentiment qui est la paix, nous allons y parvenir. Donc il faudrait cette forte complicité entre les services de renseignement, la population, les services de sécurité, ainsi que les FARDC et la police, que l'on forme un seul homme, luttant contre l'ennemi commun qui est cette pauvreté, qui est cette insécurité. Nous pensons que le temps de désastre déjà passé, le temps de relâche et de l'impunité, ces deux temps-là sont déjà passés. Mais ce qui est clé surtout dans l'état de siège, il faut noter le pouvoir puissant qu'on accorde à la cour militaire opérationnelle. C'est dire, étant donné que nous sommes dans cette économie de guerre, cette cour va jouer un rôle capital qui va mettre fin à la guerre. Ce sont les arrestations de tous les auteurs intellectuels. Vous comprendrez, vous conviendrez avec moi, que chaque fois qu'on arrête des gens qui sont impliqués dans tous ces crimes de l'Est, tous ces gens-là ne sont que des auteurs matériels. Ces auteurs matériels, on peut les arrêter, mais ça ne résout pas le problème tant que les auteurs intellectuels sont là. Parce que les auteurs intellectuels, ce sont ceux-là qui conçoivent la guerre, ceux-là qui financent la guerre, ceux-là qui accompagnent la guerre et qui font ce business. Tant qu'on ne mettra pas la main sur ces auteurs intellectuels, cette guerre ne prendra pas fin. Mais étant donné que le Conseil supérieur de la défense ainsi que le président de la République en tant que commandant suprême des forces armées et de la police se sont mis ensemble pour que la cour militaire opérationnelle soit là, nous savons que plusieurs auteurs intellectuels seront arrêtés. Étant arrêtés, ça sera déjà le commencement de la fin de la guerre de l'Est. Donc pour nous, nous soutenons cette approche-là et nous invitons tout le monde à entrer dans cette dynamique. Donc qu'on évite toute distension. Ce n'est pas le moment de créer opposition-majorité, ce n'est pas le temps de parler tribu, ethnie et tout ça. Pour le moment, nous parlons République. Le combat, il est républicain. La notion de sécurité, elle est nationale. Elle demande à tout le monde de converger dans un sens de la paix, de la pacification de l'Est et de l'instauration de l'autorité de l'État. Vous avez parlé de la justice, tout à l'heure. Pour un mois, ce sera la police et l'armée. L'armée d'abord, un gouverneur qui est un général, un militaire, et un commissaire général qui est vice-gouverneur. Pourtant, l'armée, surtout les FARDC, sont pointés du doigt par des rapports de l'ONU dans des violations des droits humains. Est-ce que c'est vraiment une solution?
Oui, tout à fait. S'il y a eu des rapports, il faut sanctionner. Voilà l'utilité de la cour militaire opérationnelle. Cette cour, c'est une cour qui va répondre normalement à ce que vous attendez ou à ce que la population attend, parce que les militaires sont pointés du doigt pendant qu'il y a des responsables militaires là à l'intérieur. Ce ne sont pas toujours des subalternes. Mais nous pensons que les militaires, surtout les officiers qui ont été pointés du doigt, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont déjà connues. Et c'est que les gens ne savent pas qu'il y a plusieurs officiers qui sont emprisonnés quant à tout ce qui se passe à l'Est, le détournement des soldes de militaires, le détournement de la ration militaire et tout ça. Il y a plusieurs personnes, parce que ce n'est pas médiatisé, c'est pas médiatisé. Quand l'armée travaille, elle ne travaille pas comme les politiciens travaillent, parce que le politicien aime souvent le buzz, le politicien aime souvent le spectacle, faire ce qui est du sensationnel. Mais quant à l'armée, elle va faire son travail. Nous pensons que cette cour qui vient, elle est dotée de tous les dossiers. Elle ne vient pas commencer les enquêtes. Elle a plusieurs dossiers à sa possession, donc elle va entrer maintenant dans l'exécution de son travail pour permettre à ce que cette inquiétude revienne. Bien sûr qu'on a cité plusieurs militaires, on a cité plusieurs agents de renseignement, on a cité même des civils, on a cité aussi même des commerçants. Nous voulons voir maintenant le pragmatisme du travail de l'état des sièges, parce que l'état des sièges n'est pas éternel. C'est ce qu'il faut que l'on fixe auprès de l'opinion. L'état des sièges n'est pas éternel. C'est un état qui est constitutionnel à l'article 85 de la Constitution, qui permet au président de la République de décréter ou de proclamer l'état de siège. Ce n'est pas un état qui est éternel. Mais nous pensons, avec déjà la détermination de cette armée, déjà avant que le nouveau gouverneur n'arrive, vous avez déjà entendu plusieurs groupes armés demander déjà de cesser le feu, soutenir l'état de siège et voulant tous réintégrer la vie civile, c'est-à-dire abandonner cette voie-là. C'est une occasion aussi, une opportunité pour nous, pour appeler tous nos frères et nos sœurs qui se retrouvent dans les groupes armés pour leur dire, dans tout ça, il n'y a pas de bénéfice. Aujourd'hui, c'est important de quitter tous ces groupes armés, d'abandonner les armes, de rendre ces armes auprès des autorités. Ça ne sert à rien de les cacher, parce que ces armes seront finalement découvertes après, que tout le monde revienne à la raison, mais le morceau sera au niveau des groupes armés étrangers. Les groupes armés étrangers, en l'occurrence les ADF, ainsi que les FDLR, et la détermination est tellement haute et grande quand nous voyons l'armée s'investir totalement, et surtout avec de nouvelles troupes, comme nous l'avons tous demandé. Nous voulons voir une autre administration. On a une administration militaire et nous pensons que tout est déjà maîtrisé avant que les offensives militaires ne puissent déjà démarrer. Voilà, je me tourne directement vers M. Augustin Kapila. Je viens de le dire tout à l'heure, pendant un mois renouvelable, bien sûr, c'est l'armée et la police qui seront aux affaires. Pendant que aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face. L'armée est toujours pointée du doigt dans des violations de droits humains. Est-ce que cette armée sera à mesure de gagner la confiance de la population? Vous savez, cher ami, le chef de l'État, avant même qu'il décrète cet état de siège, c'était déjà planifié parce qu'il avait déjà toutes les informations possibles sur tout ce qui se passe ici. Alors, je crois que comme nous avons un gouverneur militaire, comme il a ce pouvoir aujourd'hui, de gérer, n'est-ce pas, la province, il gère et les policiers et les militaires. Je crois vraiment, à mon avis, et il est vraiment une occasion au général de pouvoir détecter, de pouvoir dénicher, n'est-ce pas, tous les officiers affairistes qui ont n'est-ce pas, oublié pratiquement ils ont oublié pratiquement qu'ils sont des militaires. Ils ont, n'est-ce pas, ils ont transformé leur carrière en commerce, en business. Alors voilà pourquoi c'est une occasion pour le gouverneur de dénicher, détecter, que ce soit les militaires affairistes, que ce soit les députés, que ce soit les ministres, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'immunité. Et que donc, si une fois votre nom est cité parmi les gens qui collaborent avec les groupes armés ou qui soutiennent, qui approvisionnent, en tout cas directement on vous prend et on vous met en prison. Donc c'est une occasion à ne pas rater. Et pour nous, enfants du Nord Kivu, tout Congolais aujourd'hui, en tout cas, il ne peut que soutenir, n'est-ce pas, cet état de siège, parce que ces tueries, on peut dire. Quand vous dites Congolais, ça veut dire vous voulez parler au nom de ceux-là qui sont insatisfaits et ceux-là qui ne soutiennent pas, parce qu'on parle ici des violations des droits humains. Nous sommes en démocratie, les gens sont libres de faire leur analyse possible. Parce que en ce moment ici, qui est un moment
exceptionnelle et temporaire. Alors, les militaires devront nécessairement chercher comment vivre avec les civils. D'autres méthodes d'approche, n'est-ce pas, changer les comportements, parce que c'est un moment très crucial et les militaires doivent aussi gérer ces moments temporaires dans le strict respect des lois de la République. Ce n'est pas le moment où les militaires, n'est-ce pas, devront chercher à tracasser les civils, devront chercher à faire souffrir les quelle est la garantie? Qu'est-ce qui garantit que les militaires ne vont pas faire ça pendant qu'ils faisaient ça, pendant que ce sont les civils qui géraient? Aujourd'hui, ils sont aux affaires, ce sont des chefs aujourd'hui. Que ça va encore s'empirer. Nous avons une justice militaire qui est là. Je crois que le général est bien instruit. Et lui aussi, à son tour, il a aussi instruit, n'est-ce pas, d'autres officiers. Je crois, à ce stade ici, il n'y aura pas de débat. Donc, un militaire qui va commettre des bavures parce que c'est son tête qui détient le pouvoir aujourd'hui, en tout cas, il sera devant la justice militaire. C'est ça au moins la loi. Et donc, nous, comme nous sommes aussi des civils, nous chercherons aussi comment nous adapter par rapport à ces moments ici, comment vivre avec des militaires. Parce qu'ils n'ont qu'une seule mission, de ramener la paix et de mettre fin à tous les groupes armés. Et de là, j'ai suivi les deux généraux lorsqu'ils ont pris parole. Celui de l'Ituri a dit, il est déjà informé que certains groupes armés disent que non, comme ils ne feront qu'un mois, ils vont cacher les armes et par après ils vont reprendre les armes et reprendre encore leurs activités. Pourtant, le docteur Patrick Bala vient de dire que les groupes armés sont prêts à se rendre. Oui, déjà, il y a certains groupes armés déjà qui viennent, qui se rendent déjà. Mais néanmoins, il y a d'autres groupes qui vont rester hostiles, comme les groupes armés étrangers. Hein, le docteur l'a cité, FDL, merci Augustin, je vais revenir vers ces deux groupes étrangers-là, il faut maintenant savoir comment vraiment les approcher, parce que ils n'auront comme solution, parce que les ADF et le FDL sont des groupes armés étrangers. Est-ce qu'ils iront au Rwanda? Est-ce qu'ils iront en Ouganda? Est-ce qu'ils vont rester au Congo? Est-ce qu'ils vont déposer les armes? Voilà, donc ce sont des questions que nous nous posons. Mais nous pensons vraiment suffisamment que l'armée que nous avons aujourd'hui, en tout cas, elle est vraiment prête, n'est-ce pas, à traquer n'importe quel groupe armé ici. Docteur Patrick Bala, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la justice militaire s'est activée comme il le faut pour en finir directement avec ces groupes armés? On a parlé tout à l'heure de violations de droits humains. Est-ce que vraiment cette justice s'est activée comme il le faut? Oui, je suis tellement optimiste parce que dans le sens où j'ai fait savoir tout simplement que d'abord, il y a eu une évaluation de ce qui s'est passé avec Sokola 1, Sokola 2, toutes ces opérations faites. Il devait y avoir une évaluation au niveau du Conseil supérieur de la défense, au niveau de l'état-major, avant de prendre cette décision. C'est-à-dire sur base de ces évaluations, ça a permis de pouvoir améliorer ce qui était faible et consolider ce qui était fort. Mais ce qui est plus capable à pouvoir comprendre, c'est que dans la démarche, il faudrait comprendre que il y a une hiérarchisation. Donc, qu'on ne laisse pas tout sur la tête du nouveau gouverneur. Il y a une hiérarchisation en 4 étapes, c'est-à-dire il y a l'aspect politique, qui est le sommet de la hiérarchie, il y a l'aspect stratégique, il y a l'aspect opérationnel et puis l'aspect tactique. Donc, quand nous sommes au niveau politique, vous trouvez le président de la République, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, tous constituent l'aspect politique, qui donne des injonctions au niveau de l'aspect stratégique où vous allez trouver l'état-major militaire qui se retrouve là avec l'inspectorat général, l'inspection générale de la police. Et puis, en troisième lieu, c'est là où vous trouvez le gouverneur dans la stratégie. Donc, et plutôt dans l'opérationnalité, c'est là où vous trouvez le gouverneur avec la région militaire, ainsi que les différentes forces. Au niveau tactique, c'est là où vous avez Sokola 1, Sokola 2, tout ça. C'est comme ça qu'ils travaillent. C'est-à-dire, la justice là qui est en province du Nord Kivu a une référence hiérarchique. C'est-à-dire, si elle ne travaille pas bien, par évaluation, parce qu'il y aura un suivi permanent de tout ce qui serait en train de se faire pour savoir s'ils vont dans le bon ou dans le mal. Mais ce que je vous ai dit au préalable, que cette justice qui est venue, elle est déjà dotée de plusieurs dossiers. Parce qu'il y a des dossiers sur lesquels on a décrié depuis des années, il y a des secrets qui ne sont plus secrets, que tout le monde peut décrire mais n'a pas la compétence et la qualité de pouvoir engager la justice. Nous pensons que cette justice va mettre la main sur tous les auteurs intellectuels de toutes ces exactions que nous vivons, de tous les complices
qui sont là, qui se retrouvent dans les FARDC, comme on les citait avant, qui dans les services de renseignement, dans la police, dans la population, même parmi les grands commerçants qui ont été souvent cités, mais nous laissons la latitude à la justice de pouvoir déterminer, parce que c'est lui qui allègue les faits, doit en apporter la preuve. Donc c'est sur base de preuves et des vrais témoignages qu'on pourra condamner deux gens. Mais nous pensons que c'est un temps d'exemplarité aujourd'hui. Donc il suffit de lancer ces opérations telles que promis par le président de la République, et nous sentons, il y a l'engouement de toute la population, de toutes les populations de la province du Nord Kivu, même à Ituri, tout le monde pense que cette fois-ci c'est la bonne. Alors nous attendons le travail se faire. On ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs. Mettons optimistes, tenant compte de tous les différents aspects. Nous pensons que les FDLR pourront rentrer chez eux au Rwanda pour aller faire leur dialogue inter-rwandais. Les ADF peuvent rentrer en Ouganda pour faire leur dialogue inter-ougandais. Laisser les Congolais se reconstituer, se consolider et se lancer sur la voie du développement. Je pense que c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Donc ça invite toute une conscience collective, ça nous invite à une cohésion nationale pour réussir et que l'on soit à jamais en paix. Merci beaucoup, Monsieur Augustin Kapila. Avec vous, bien sûr, vous êtes de l'UDPS. Hier, l'UDPS était un parti de l'opposition, aujourd'hui un parti au pouvoir. Vous avez tellement milité, ça fait très longtemps que vous êtes en train de militer. C'est que vous avez quand même de l'expérience politique par rapport à d'autres partis, on peut le dire. Aujourd'hui, l'état des sièges, c'est du jamais vu en République démocratique du Congo. Décrété malheureusement, si on peut dire malheureusement comme ça, dans seulement deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Est-ce que ça ne serait pas bon que cette mesure, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que la mesure soit étendue dans d'autres provinces de la République? Parce que nous savons, les Sud Kivu, il y a des problèmes au Sud Kivu, il y a des problèmes aussi dans les Tanganyika avec les Bakatakatanga, partout presque dans la République démocratique du Congo, il y a des problèmes. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'il ne fallait pas étendre cette mesure? Bon, le chef de l'État, il a montré à la face du monde qu'il a les soucis majeurs de pouvoir remettre, n'est-ce pas, la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Alors pourquoi il a choisi les deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri? Parce que ce sont les deux provinces qui ont commis beaucoup plus d'atrocités, beaucoup des abus, n'est-ce pas, des tueries, des massacres. En cascade, ça a duré depuis plusieurs années, 20 ans durant. Je crois que c'est pas parce qu'il n'a pas décrété l'état de siège. Non, c'est pas dire qu'ailleurs il n'y a pas l'histoire. Au Sud Kivu, il y a l'histoire de Moulélé par exemple. Là aussi, c'est pas une province facile. Il y a des groupes armés de Maï Maï qui sont toujours actifs là-bas. Pourquoi ne pas vraiment étendre la mesure? C'est ça la question. Ah mais écoutez, l'allure qu'a pris le Nord Kivu et l'Ituri, ce sont les deux provinces n'est-ce pas, qui sont vraiment très meurtris depuis des années et des années. Et les sites même si les sites également, je sais, mais pourquoi pas aussi, par exemple. C'est une étape et le chef de l'État a procédé d'abord à prendre deux provinces. Je crois si réellement la paix revient totalement au Nord Kivu et à Ituri, ça ne va pas empêcher au chef de l'État de décréter aussi l'état de siège dans d'autres provinces comme le Sud Kivu, par exemple, qui connaît aussi les mêmes atrocités. Alors l'essentiel pour nous est de savoir que le chef de l'État, pourquoi il a mis beaucoup plus l'accent sur le Nord Kivu et l'Ituri, parce que c'est ici où hébergent les groupes armés étrangers et locaux, et puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites ici, des choses très très graves. Alors, il fallait vraiment à tout pour que le chef d'État puisse prendre d'abord décision en décrétant cet état de siège dans deux provinces. Il faut pas aussi oublier que le Nord Kivu et l'Ituri, où la population s'est mise debout, n'est-ce pas, pour demander la paix. Il y a eu des manifestations en cascade, d'abord violentes, où les gens ont perdu la vie. Et donc, le chef de l'État, voilà pourquoi il a mis beaucoup l'accent sur les deux provinces. Mais je crois, à mon avis, que nous restons vraiment optimistes face à cette décision courageuse prise par le président de la République, parce que c'est l'unique occasion que les Congolais ne peuvent pas, n'est-ce pas, rater, et c'est l'une des solutions, parce qu'on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à rester observateur
en face, n'est-ce pas? On essaie, par exemple les policiers aujourd'hui, tu ne peux pas dire à un civil de commencer à collaborer avec les policiers alors que nous savons ce que font les policiers pendant les heures vespérales par exemple ou même pendant la journée, ce qui s'est fait. Vous ne voyez pas que ça sera vraiment difficile. Non, parce qu'il ne suffit pas seulement de le dire théoriquement, pendant que la pratique sera difficile. Je ne pense pas que cela soit difficile parce que nous devons nous adapter à cette période qui est une période temporaire parce que ce n'est pas éternel. Au moment où l'état d'essai sera fini, si la paix vraiment est retrouvée au Nord Kivu et à Ituri, on remet les pouvoirs entre les civils. Alors c'est une période exceptionnelle et temporaire, une période où nous allons, n'est-ce pas, nous observer entre les civils et les militaires comment s'entraider, comment se collaborer. Parce que c'est un moment crucial. Ce n'est pas un moment où on doit chercher des conflits entre civils et militaires. Parce que les civils doivent collaborer parfaitement avec des militaires. Et les militaires aussi, même chose, pour que nous puissions retrouver la paix que nous avons cherchée depuis des années et des années. Donc c'est une occasion que les Congolais, n'est-ce pas, soutiennent, n'est-ce pas, ces moments cruciaux et ces moments temporaires et exceptionnels. Merci. Vous soutenez la collaboration. Docteur Patrick Bala, pourquoi ne pas étendre la mesure de l'état de siège? Vous avez compris que c'est pas seulement le Nord Kivu ou l'Ituri qui sont des provinces qui sont en proie à l'insécurité aujourd'hui, c'est presque toutes les provinces de la République. Bon, c'est tout à fait normal parce que de proclamer l'état de siège, ça ne se fait pas pour le plaisir. Il y a certains préalables. Quand nous prenons le Nord Kivu et l'Ituri, donc l'état de siège est proclamé quand le pouvoir public se sent totalement menacé. Donc quand vous prenez le cas du Nord Kivu et de l'Ituri, non, non. Le pouvoir est menacé presque de partout. Non, non, c'est la dimension de la guerre, n'est-ce pas? La dimension de la guerre, quand nous prenons par exemple le Nord Kivu et l'Ituri, sont frappés par le terrorisme qui n'est pas au Sud Kivu. Qui n'est pas au Sud Kivu. C'est la graduation de la menace. Quand la menace est plus forte, c'est dire on peut soit recourir à 3 états exceptionnels. Premièrement, c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence peut venir d'une catastrophe qu'on a connue par exemple avec Corona, tout ça, l'état d'urgence. L'état d'urgence peut être aussi sécuritaire. Dans l'état d'urgence sécuritaire, c'est dire les autorités civiles restent en place, mais on leur accorde une certaine autorité qu'ils n'avaient pas avant pour prendre certaines décisions. Donc, on lance l'état d'urgence sécuritaire, mais dans l'état d'urgence, plutôt dans l'état de siège, là la menace est tellement forte où l'autorité civile est incapable de faire face. C'est alors qu'on recourt à l'armée elle-même qui a le pouvoir de défendre l'intégrité nationale. C'est alors qu'on a fait recours au Nord Kivu et au Sud Kivu parce qu'on voyait que nous perdons plusieurs espaces territoriaux. Donc l'autorité de l'État est en train de reculer de plus en plus. C'est alors qu'on a recouru à l'état de siège. Ce n'est pas le même cas dans le Katanga, ce n'est pas le même cas dans le Sud Kivu. Donc au Nord Kivu, le pouvoir public est fortement menacé. Il y a la 3e dimension d'État, c'est l'état de guerre. Là, c'est en cas d'agression, où vous avez des pays voisins qui entrent sur le territoire national. Là, le président de la République, avec l'autorisation du Parlement, du Congrès, déclare ou proclame l'état de guerre. Mais pour le moment, nous sommes dans un état de siège. On trouve que l'intégrité du territoire est menacée par une insurrection. Vous comprenez, surtout à l'interne. Quand je prends le Nord Kivu, il n'y a aucune circonscription qui est libre dans le Nord Kivu. À Goma, phénomène 40 voleurs. À Butembo, vous avez, c'est pas les Kasuko. Et partout là, c'est le terrorisme qui s'est installé, kidnapping à gauche, à droite. Les pouvoirs publics, sans que le territoire l'échappe. En ce moment-là, on recourt à l'état de siège. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième préalable, c'est quoi? C'est le préalable budgétaire. Il faut savoir qu'un état de siège est coûteux. S'il faut avoir 3, 4, 5 provinces, ça nous serait difficile. Nous pensons, s'il y a des provinces qui seront concernées par ça, peut-être on ira graduellement. Mais aujourd'hui, les territoires en tout cas qui sont en train d'échapper même au pouvoir central, c'est la province du Nord Kivu et la province du Ituri, surtout menacées par les forces djihadistes. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, vous avez vu que la question a été même discutée avec le président français Macron à Paris,
pour faire voir en sorte que le problème n'est pas seulement congolais, ça devient une situation internationale qui doit faire venir la communauté internationale, les États forts, les États puissants qui ont une donne d'expérience dans l'antiterror pour pouvoir secourir la République démocratique du Congo. Donc c'est cette dimension-là qui fait qu'il y ait cette exception. Mais ce sont des États qui sont exceptionnels, qui ont une durée bien déterminée. On pourra revenir par exemple sur le sud Kivu, où on trouve aussi des FDLR. Ils se retrouvent dans le sud Kivu. Vous avez les FNL du Burundi qui se retrouvent aussi au sud Kivu, mais pas avec des menaces telles que nous les vivons ici au nord Kivu. On a tué 20, on a tué 30, des villages totalement décimés, et les gens en plein déplacement total. Là, on a senti que c'est un danger très capital auquel on devait apporter des solutions immédiates et des solutions très fortes. C'est pourquoi il fallait frapper fort. Merci beaucoup. Nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers la fin de cette émission. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'état des sièges. Je vous rappelle, chers téléspectateurs de votre chaîne locolaire DC TV, avec les deux cadres, je me tourne également du côté de M. Augustin Kabila. On est en train de finir votre conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez proposer maintenant, quand nous sommes en état de siège, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que ça réussisse? Parce que nous savons, on a parlé des droits humains, des violations des droits humains. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous demanderez qu'il soit fait aujourd'hui pour que cet état de siège réussisse et qu'on n'ait pas toujours à recourir d'état, qu'on ne puisse pas aller d'état de siège en état de siège? Vous, quelle est votre proposition? Merci beaucoup pour cette question-là. Moi, je crois, à mon avis, que pour que nous puissions réussir ce que nous cherchons, c'est-à-dire la paix, donc il faut d'abord savoir que la paix, il faut la chercher à tout prix. Et donc, il y a certaines conditions qui peuvent faire en sorte que nous puissions arriver à notre objectif. Les raisons pour lesquelles, premièrement, nous demandons, n'est-ce pas, à tous les pouvoirs militaires, surtout aux gouverneurs et à tous les militaires, de pouvoir collaborer d'abord avec la population civile parfaitement pour qu'il y ait vraiment une harmonie entre les civils et des militaires, pour qu'il n'y ait pas des abus, de bavures. De deux, il faudra que le ministre de la Défense, parce qu'il a même été instruit par le Premier ministre et le chef de l'État, de pouvoir doter, de pouvoir équiper nos forces armées, n'est-ce pas, avec tous les matériels possibles pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se sentir au front avec une force pour arriver au moins, n'est-ce pas, à éradiquer tous les groupes armés qui pilulent ça et là. Merci. Alors, dedans, il faut aussi qu'il y ait un budget, un gros budget, n'est-ce pas, pour ces opérations-là, pour que les militaires se sentent vraiment à l'aise dans des opérations ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Patrick Bala, pour finir votre conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que l'état des sièges réussisse et qu'on ne puisse pas aller d'état des sièges à l'état des sièges? Bon, en termes de conclusion, il faudrait qu'on fasse en sorte que l'état des sièges soit court. C'est possible à une seule condition, parce que la paix a un prix. Le plus grand prix de la paix, c'est l'abstinence. Le plus grand prix de la paix, c'est le sacrifice. Nous devons arriver à cette abnégation. C'est-à-dire que tout le monde se sacrifie pour se dire que cette fois-ci, c'est la dernière. Et pour arriver à cette abnégation, il faudrait d'abord que tous les militaires, que toutes les troupes, que ce soit les policiers et autres, qu'ils se considèrent comme des poissons qui doivent vivre dans l'eau. Et l'eau, ce sont les différentes populations. Que toutes les populations, que tous citoyens se disent qu'il est individuellement, personnellement et singulièrement, la seule chance de la paix à l'Est. Parvenons à dénoncer tous les malfrats qui vivent dans nos maisons, parce qu'ils ne vivent pas au ciel. Parvenons à dénoncer tous ces gens que nous connaissons complices dans tout ce qui se passe. Parvenons à dénoncer tout ce qui se passe d'irrégulier et de suspect. Et que le pouvoir public permette à la population d'être protégée quand elle donne, quand elle parviennent à dénoncer. Parce que des fois, il y a des gens qui dénoncent et qui se retrouvent criblés. Que ces gens soient protégés. Troisièmement, c'est cette justice qui doit être indépendante, qui doit aussi être sécurisée. Pour qu'on ne tombe pas à avoir des juges tombés en pleine audience, tel qu'on a vécu à Kinshasa.
qu'ils soient aussi sécurisés, qu'ils fassent très bien leur travail. Nous savons que le budget, si on a lancé ces opérations, le budget doit être déjà là, mais que l'on permette que le mécanisme d'approvisionnement soit plus court et direct, c'est dire entre les administratifs et les administrés sur terrain, c'est dire que la ration militaire arrive à temps, que leurs soldes leur parviennent sans difficulté, qu'il n'y ait plus de raccourcis avant que le policier ou le militaire ne gagne ce qu'il doit gagner. Et que leur donne une prime d'encouragement qui ferait en sorte que ces gens-là ne soient pas troublés au front, qu'ils puissent se concentrer dès qu'ils se sont donnés et qu'ils ont prêté serment sous le drapeau pour servir la République, qu'on leur donne cette chance de donner le meilleur d'eux. Je sais qu'ils sont forts, je sais qu'ils sont braves, je sais qu'ils sont confiants, qu'ils sachent que le peuple congolais les aime, prie pour eux, les encourage à arriver à des résultats escomptés et c'est possible. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Sangoya Lokole sur votre chaîne Lokole RDC TV. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rassurez-vous de vous abonner à la chaîne et de partager toujours les contenus de cette chaîne à vos proches. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.